L'idée, c'était d'essayer de créer un tétraèdre complet. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont essayé? Pas du tout. Je suppose que non. Bon, on en reparlera de toute façon parce que vous n'allez pas y échapper aux demi-arrêtes. Parce qu'après, l'idée, c'est que comme mini-projet, je vous demanderai de travailler là-dessus. Donc on verra ça plutôt la semaine prochaine. Et donc, pour vous qui êtes présents, là, vous pouvez faire passer le message à vos collègues. Si vous avez le temps, si vous avez compris un peu ce qu'on a fait la dernière fois, essayez voilà, de faire les 4 faces du tétraèdre et les relier entre elles quoi, avec les demi-arêtes. Et puis voilà, si vous n'y arrivez pas de toute façon, on fera une correction et puis je montrerai un peu d'autres choses, mais vous aurez d'autres choses à faire avec ce modèle. Donc c'est un moyen, disons, en essayant de faire ça, de mieux comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Donc là, on va reparler on va revenir sur les slides du cours. Donc pour parler un peu des courbes, donc la représentation donc des surfaces d'un objet, donc on a vu ça peut être en maillage, on va dire classique, quoi, avec des triangles, éventuellement des faces de plus haut degré qu'un triangle, mais donc c'est la représentation très classique et avec laquelle on peut faire un certain nombre de choses. Si on utilise par exemple des représentations de demi-arêtes ou des choses comme ça pour simplifier certains calculs. Mais après, donc, c'est les maillages 3D, enfin des surfaces comme ça maillées, ça n'existe pas dans la réalité, quoi. Quand vous voulez représenter des vrais objets entre guillemets, il n'y a aucun objet dans le monde réel qui a une texture comme ça de face, à part du carrelage ou des trucs comme ça. Enfin bon, la plupart des objets, en fait, ils ont des formes continues dans lesquelles il n'y a pas de transition visible, en tout cas à l'œil nu, entre les différentes parties de la surface, quoi. Et donc, pour représenter des surfaces courbes, on utilise d'autres modèles. Et donc, vous avez sûrement quand même déjà un peu entendu parler au premier semestre, et aussi peut-être avec Frédéric, mais donc là, on va en reparler ici pour redonner quelques notions. Avec l'idée du coup que donc on va partir à la définition de courbe, mais ensuite on va aller sur la définition de surface paramétrique, donc de surface de Bézier, ou d'autres modèles, et avec l'idée qu'en fait ces petits bouts de surface, donc ça ne permet pas forcément de représenter toute la surface d'un objet d'un coup, avec une seule surface de Bézier par exemple, mais par contre on peut créer, comme pour les maillages en fait, à la place des triangles ou des quadrangles, ce qu'on va mettre c'est des surfaces de Bézier qu'on va raccorder les unes avec les autres, et ça va permettre de définir des surfaces courbes si on fait bien attention à la transition qu'il y a entre ce qu'on appelle des patchs, donc qui remplacent un peu les triangles, quoi. Mais ça oblige à garantir une certaine continuité entre les patchs. Donc, pour sûrement redire des choses que vous connaissez déjà, donc une courbe paramétrique, c'est défini par une équation de ce type-là. Là. Donc, tous les points P sont définis en fonction d'un paramètre T. Et cette définition, donc, elle est donnée par la somme de n opérations, donc FI de T fois PI, où en fait on considère que PI c'est une sorte de point de contrôle
Et fi de t, c'est une fonction d'interpolation. C'est une fonction qui va renvoyer une fonction scalaire qui va renvoyer un nombre, quoi. Et ça nous sert de facteur multiplicateur. Et en fait, donc la position d'un point P, pour une valeur de paramètre T, en général, on prend entre 0 et 1. C'est donc une forme d'interpolation entre la position de plusieurs points de contrôle. Donc on dit aussi fonction d'influence. Et on peut définir par exemple de cette façon-là un segment. Donc là on parle de courbe, hein, donc disons qu'on est en 2 dimensions. En réalité ça peut marcher aussi en 3D. Mais... Donc il faut imaginer en 2 dimensions donc, un segment qui joint 2 points P0 et P1. Vous pouvez écrire l'équation du segment sous la forme qui est en dessous, c'est-à-dire la position d'un point P, donc P de T, elle est égale à la somme de donc, F0T fois P0 plus F1T fois P1. Et donc au final, ce qu'on écrit, hein, c'est je vais noter P0 comme ça. Donc ça, en fait, c'est la définition paramétrique d'un segment. Et donc, on voit qu'on peut prendre ce formalisme-là pour définir un segment. Donc, un segment, on peut dire que c'est une courbe linéaire qui joint 2 points. Et la courbe, c'est une ligne droite, quoi. Enfin, qui va du point P0 au point P1. Donc, c'est parce qu'on entend habituellement par la notion de courbe, mais en fait, c'est une courbe plate, si vous voulez. Mais bon, ça, c'est un cas très particulier, le segment, puisque l'idée, c'est de définir ça pour obtenir, enfin, d'utiliser cette définition, mais pour obtenir des courbes plus complexes. Et donc, celle qui est la plus connue, j'en avais parlé à la première séance là, que j'avais faite. Donc, la courbe de Bézier, donc ça vient du domaine automobile. Et donc, Pierre Bézier, il se posait des questions sur comment définir en fait la forme d'une carrosserie, en gros, de voiture. Et auparavant, on avait l'habitude, en fait, pour définir des lignes courbes, d'utiliser des espèces de petits... c'est des bandes de métal, en fait, qui peuvent se courber. Et on pouvait contrôler la forme qu'on obtenait en jouant justement avec des sortes de points de contrôle qui permettaient de fixer ça. Donc on arrivait comme ça à créer des lignes courbes en fixant la bande de métal sur une espèce de tableau en bois et avec des petits plots en bois qui servaient à bloquer la bande de métal là où on voulait pas qu'elle aille. Et après, on utilisait un crayon pour dessiner en suivant le contour de la bande de métal. On pouvait comme ça dessiner des courbes assez parfaites, quoi. Enfin, parce que sinon, voilà, on n'avait pas d'outils pour dessiner des courbes à part à main levée. Mais voilà, vous avez tous utilisé un compas, un rapporteur, des trucs comme ça. Au crayon, à la règle, au crayon, on peut dessiner des trucs. Mais quand on veut commencer à dessiner des courbes, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, c'était en fait un moyen comme ça de dessiner, quoi. Et en réfléchissant un peu, bah, du coup, et l'ordinateur faisant son apparition dans les usines, l'idée, c'était de formaliser ça d'abord de façon mathématique, puis ensuite informatique. Et donc, la définition de la courbe de Bézier, c'est la même chose. Donc, on retrouve cette formulation-là, c'est donc une somme de fonctions d'influence appliquées à des points de contrôle, en gros. Et là, ça ressemble beaucoup. Donc là, on retrouve PI ici, et
La fonction d'influence, elle dépend en fait du paramètre t, mais aussi de deux valeurs i et n, qui sont utilisées donc pour contrôler ce qu'on appelle le polynôme de Bézier. Là. Et on voit apparaître des factoriels. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les coefficients binomiaux, qu'on retrouve typiquement dans le triangle de Pascal. Enfin, tout ça, voilà, c'est de la théorie mathématique assez bien comprise, quoi. Et tout ça, ça peut être donc quand vous connaissez les valeurs de i et de n, vous pouvez réduire cette expression-là. Et donc, ce qu'on appelle la courbe de Bézier cubique, qui est la courbe la plus utilisée. Donc, n, c'est le nombre de points de contrôle. Donc là, il y a 4 points de contrôle. Et i, c'est le degré ici. Et ça nous donne donc cette expression-là, avec des choses très simples à calculer. Enfin, finalement, ça revient à un truc. Voilà. Et donc, la position d'un point P, quelle que soit sa position sur la courbe, donc l'idée c'est que ça c'est la valeur t égale 0, et t égale 1,5 qui doit être quelque part ici, et t égale 1 qui est ici. Et donc pour tous les points de la courbe, vous pouvez les exprimer comme ça, comme une combinaison de vos 4 points de contrôle. Et donc ça donne des formes très lisses, très agréables, quoi, on va dire. Et donc typiquement pour le design de carrosserie, des choses comme ça, c'est pratique. On arrive à faire des courbes un peu complexes en faisant des croisements. Là. Après voilà, avec ce modèle-là, quand vous commencez à... Alors j'ai essayé de voir tout à l'heure s'il y avait des exemples sur Open Processing. Ça crée un nouveau point. On ne peut pas modifier la position des points et des fois ça marche plus ou moins bien. Non, c'est bon. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction, enfin une courbe d'approximation. Voilà. C'est qu'en fait, par rapport à la position des points de contrôle, on obtient une forme qui est proche, enfin qui reprend globalement la forme de la position des points de contrôle et qui en offre une sorte de vision donc très courbe qui rappelle un peu cette forme-là. Mais typiquement, la courbe ne passe pas par les points, à part les 2 points extrémités. Et donc, quand on fait du croisement, ça fait des choses qui sont un peu moins intuitives, quoi, mais voilà, on obtient quand même une courbe. Donc ça, évidemment, j'imagine que pour le design de carrosserie, c'est pas très utile. Mais... Donc voilà, en gros, ce que ça donne, ce modèle-là. Et là, pour le coup, dans le code, il doit y avoir voilà la fonction d'interpolation ici, là, qui fait appel à l'expression. Je ne sais pas si c'est exactement celle-là. Mais... Enfin, voilà, si vous retrouvez le code, ça peut être utilisé comme ça. Et donc assez vite, en fait, donc ça c'était dans les années, enfin c'était les débuts, on va dire, de ce qu'on peut appeler la CAO, quoi, la conception assistée par ordinateur. Mais donc on voit que la courbe passe par les 2 points extrémités, mais elle
elle n'est pas facilement contrôlable non plus. C'est-à-dire avec uniquement la position des... Quand on veut obtenir vraiment une courbe particulière, il faut tâtonner pour positionner les points de contrôle exactement où on veut pour coller à la courbe, à la courbe désirée. Donc il y a d'autres modèles qui sont arrivés assez vite après, et il y a notamment donc un modèle qui s'appelle les courbes B-spline, mais il y en a plein d'autres. Donc B-spline d'ordre K, c'est toujours un peu la même forme d'équation pour trouver la position d'un point P sur la courbe. Sauf que là, on rajoute encore un nouveau paramètre et on utilise ce qu'on appelle un vecteur de nœuds. Donc un vecteur de nœuds, c'est des entiers qui sont donnés à la suite. Là, vous voyez des valeurs qui sont données ici. Et ça permet de contrôler, en fait, on appelle ça la multiplicité des nœuds. Ça permet de contrôler le comportement de la courbe à certains endroits. Et donc, je vais surtout vous montrer ça sur les exemples. La différence, je ne sais pas si vous la voyez, entre les trois courbes. Donc, c'est les mêmes points de contrôle. Et ce qui change, c'est le vecteur de nœuds. Et on voit que, donc là, c'est un vecteur de nœuds où on a tous les nombres, tous les chiffres 0, 1, 2, 3, etc. à la suite. Et dans la figure centrale, on a une duplication ici de la valeur 5. Et donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ouais. Enfin, on voit que c'est ici, en fait. Peut-être que le 0, il ne faut pas le compter, mais bon. Ce qu'on voit surtout, c'est que donc la courbe passe par le milieu de ce segment-là. Et donc, en fait, c'est ça qu'on obtient avec la duplication de certaines valeurs dans le tableau. C'est d'obliger, en fait, la courbe à passer au milieu de deux, au centre de deux points de contrôle consécutifs. Et quand on rajoute encore une duplication, donc là on voit que la valeur 5 apparaît 3 fois, là on oblige la courbe à passer par un point. Alors on voit que du coup ça donne une courbe qui n'est pas très lisse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de cassure ici, une perte de continuité entre les deux parties de la courbe. Mais voilà, c'est ce que veut entre guillemets l'utilisateur. À un moment, on peut imposer comme ça certaines contraintes de passer par des points. Et donc c'est beaucoup plus pratique après à contrôler. On voit aussi que la courbe obtenue, alors ne passe pas par les extrémités. Là, c'est normal qu'elle démarque ici. Mais on voit que la forme de la courbe est plus proche, on va dire, du réseau de points de contrôle, quoi. Donc l'approximation, on va dire, est plus fidèle qu'avec la courbe de Bézier. Et donc le terme B-spline, spline en français, ça avait un sens, on va dire, mathématique, pour parler de fonction d'interpolation, je crois. Et donc ça a été repris en français ou en anglais, c'était la même chose, quoi. Donc on dit spline ou spline, selon qu'on veut avoir l'accent ou pas. Et donc vous avez les formes des fonctions qui sont données ici, mais bon, c'est pas très important. Il y a toute une littérature là-dessus. On peut aller vraiment très très loin sur les. Il y a toujours des recherches sur ces sujets-là qui sont très poussées, quoi. Donc on est beaucoup plus loin que ça. Là, ce que je vous montre, c'est des choses qui sont connues depuis les années 70. Alors le polynôme, on voit apparaître ici des opérations là où on a des facteurs, des divisions qui apparaissent. Et donc en fait, on parle de B-spline non uniforme en général, puisqu'on peut contrôler en fait avec le vecteur de nœuds là, on peut contrôler avec la multiplicité des nœuds, on peut contrôler l'approximation. Donc on parle de B-spline non uniforme. Et le polynôme qui est ici, donc quand vous avez en fait dans une expression un polynôme divisé par un polynôme,
À ce moment-là, on parle de polynôme rationnel parce que ça crée des valeurs. Enfin, voilà, quand vous commencez à rajouter des divisions, ça fait des opérations qui sont pas très complexes, mais les résultats, l'espace de résultats que vous pouvez obtenir est beaucoup plus grand. Et donc ces polynômes rationnels, ils sont très utiles. Et c'est ça en fait qui fait que on parle de NURBS. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ce nom-là. Donc c'est un modèle qui est apparu voilà, dans les années 70-80 quoi, et qui a été surtout implémenté sur les cartes graphiques en hardware. Quoi. Donc, c'est utilisé comme ça pour faire de l'affichage avec OpenGL sans avoir besoin de passer par une représentation sous forme de triangle. Enfin, en tout cas, le calcul de la représentation sous forme de triangle est beaucoup plus rapide. Et voilà, donc le NU, c'est non uniforme, et le R, c'est rational, et BS, c'est B-spline ou beta-spline. Donc cet acronyme-là voilà, est un peu expliqué par ces différentes propriétés qui font que ce modèle-là est assez utilisé. Le S, c'est pour surface. Donc là, ce qu'on voit, c'est des courbes, mais tout ça, c'est généralisable aux surfaces. Donc, je le redis, ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que maintenant, pour modéliser un objet avec ces modèles-là de surface spline, ou surface de Bézier, ça va nous servir en fait à remplacer les triangles et les quadrangles. Donc par des surfaces plus complexes et donc surtout plus courbes. Quoi. Alors, un modèle général, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on retrouve la notion de point de contrôle. Donc, sauf que là, en fait, on a un réseau de points de contrôle. Donc, les points de contrôle sont référencés par 2 indices. On n'a pas juste une liste de points de contrôle, mais on en a une sorte de réseau de points de contrôle. Donc, ils sont sur une sorte de grille. Et on peut les identifier par une valeur I et une valeur J, quoi. Abscisse ordonnée. Et puis maintenant on a 2 paramètres. Avant on avait un seul paramètre T, donc là maintenant on a 2 paramètres U et V. Et on peut comme ça faire. Donc là maintenant on fait des surfaces qui sont en fait en 2 dimensions. Enfin elles vont être visualisées en 3D, mais ce qu'on crée c'est des patchs en 2 dimensions. Donc on a rajouté cette dimension avec le paramètre V, et donc on a nos fonctions, donc une qui est contrôlée par le paramètre U, l'autre qui est contrôlée par le paramètre V, mais on retrouve les sommes. Donc c'est à peu près les mêmes formulations et les mêmes fonctions d'interpolation qu'on va utiliser. Et encore une fois, on peut définir un premier modèle de surface très très simple, puisque maintenant on sait faire des courbes. Donc ce qu'on appelle une surface réglée, c'est une surface dans laquelle on va utiliser 2 courbes qui vont nous servir de guide de chaque côté. Et en fait, on va créer une surface qui rejoint, qui fait se rejoindre chaque courbe en fonction du paramètre. Donc, il faut imaginer que votre paramètre T démarre à 0 ici pour cette courbe-là, et il va jusqu'à 1 ici. Et de l'autre côté, la même valeur T peut être utilisée donc avec T égale 0 ici et T égale 1 ici. Et donc partout sur ces 2 courbes, vous pouvez calculer la position d'un point et vous dites ma surface, c'est le segment qui va joindre les points, et entre les deux, là, vous pouvez aussi paramétrer la surface pour aller par exemple de 0 ici jusqu'à 1 ici. Et donc c'est ce que décrit cette équation-là. Où on se retrouve. Donc c'est un tout petit peu différent parce qu'en fait, on a une seule somme. Ici, on a une sorte de surface, on va dire, linéaire, mais qui est entre 2 courbes. Alors là, l'illustration à droite, c'est on peut prendre, du coup, on a dit qu'un premier modèle de courbe, ça peut être un segment.
Donc on peut prendre 2 segments et on peut créer comme ça une surface. Alors ce qu'il y a, c'est que ça, c'est des surfaces qui sont un peu pas très intéressantes parce que bon, on contrôle pas bien ce qui se passe entre les deux, quoi. Et c'est un peu, si vous avez déjà essayé de dessiner un quadrangle avec OpenGL, avec les 4 points qui sont pas coplanaires, donc en général, enfin, vous avez 3 points sur un même plan, puis si vous en prenez un qui est sur un autre plan, donc ce qu'on a fait un peu ici, là, ça crée des surfaces un peu bizarroïdes parce que on ne sait pas ce que c'est. En réalité, des surfaces comme ça, dans le monde réel, c'est difficile à obtenir, quoi. Donc voilà, mais c'est quand même intéressant de voir que ça existe et c'est encore une fois une première visualisation. Donc on retrouve les points de contrôle, on retrouve les fonctions d'interpolation, on retrouve les valeurs U et V. Et donc la valeur V ici est utilisée encore une fois en considérant que en fait on a un segment qui joint chaque point qui se correspond sur les 2 courbes, donc ce qu'on voit un peu de façon schématique ici. Donc ça, c'est une première solution, mais évidemment, donc c'est très limité et il y a des extensions. Donc les surfaces de Koons, je ne vais pas donner de détails, mais c'est le même principe, sauf qu'on prend 4 courbes frontières, donc on en prend sur les 4 côtés, donc pour obtenir une sorte de patch carré. Et ça marche un peu pareil que la surface réglée. Et surtout, donc, ce qui est plus intéressant, c'est l'extension des Bézier et des B-splines à des surfaces. Et donc là, vous voyez le modèle classique, on va dire, des surfaces de Bézier. Donc, avec ici un réseau de 9 points de contrôle. Et avec un paramètre U ici, qui donne, on va dire, enfin, le paramétrage de la surface dans ce sens, on va dire, horizontal, et la valeur V qui permet de faire le paramétrage dans le sens vertical. Et donc, à partir de là, on peut obtenir une description de chaque point avec notre équation qui est ici, sachant que les valeurs BJM, BIN, c'est le même modèle, celui qu'on avait ici, quoi. C'est une combinaison de factoriels, toujours le coefficient binomial qu'on retrouve à chaque fois. Donc après, on peut résoudre ces équations-là si on connaît les valeurs de n et i, et puis trouver une expression comme ça, mais cette fois-ci pour les surfaces. Évidemment, c'est un peu plus long. Je ne l'ai pas écrit ici, mais on peut le faire comme ça. Alors, je vais revenir ici, parce que quand même, ce que je n'ai pas dit, mais que vous avez dû voir, donc on a un moyen, avec la surface de Bézier, là, de calculer la position d'un point P, n'importe quel point sur la courbe. Mais il y a une autre façon de le faire que vous devez connaître. Qui s'appelle la subdivision. Est-ce que vous vous souvenez le nom? C'est quoi le nom qu'on utilise, la subdivision, le modèle de subdivision pour les courbes de Bézier? Un petit algorithme qui permet de retrouver un point sur la courbe. Ouais, c'est ça. Donc, De Castelgio, c'était un autre, je vais expliquer ça, c'était un autre chercheur français qui avait pensé à cet algorithme-là. Donc, c'est une sorte de propriété des courbes de Bézier qui est très utile pour trouver un point sur la courbe. Donc, en l'occurrence, il y a plusieurs choses avec la subdivision de De Castelgio. Donc, si vous cherchez
position du point qui est avec la valeur 1,5. Donc, si vous remplacez t ici par 0,5, vous pouvez calculer de ce truc-là. Vous mettez 0,5 à la place de t partout, là. Et vous faites le calcul, et vous trouvez la position du point qui est à peu près ici, quoi. Mais vous pouvez aussi le faire avec la subdivision de Castelgio, qui consiste à calculer donc, le centre. Donc, la valeur qu'on cherche, c'est 1,5. Donc, on prend 1,5 sur chaque segment. Donc, le milieu de ce segment-là, qu'on relie au milieu de ce segment-là, qu'on relie au milieu de ce segment-là. Je fais ça à peu près au pif. Et ensuite, on crée un segment qui va relier le milieu de celui-là au milieu de celui-là. Et votre valeur 0,5, elle se trouve au centre de ce troisième segment.